Bonsoir Didier Decoing. Merci Bonsoir d'être là. Stéphane. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Le secrétaire général de l'Académie Goncourt, s'il vous plaît. On aura peut-être le temps d'en parler un peu tout à l'heure. Est-ce que certains d'entre vous ont lu ce livre, Est-ce ainsi que les femmes meurent? Oui? Ah, très bien. On va pas tout dévoiler du livre, hein, forcément. Je vais juste repréciser un peu que c'est tiré de la collection « Ceci n'est pas un fait divers » qui est publié chez Grasset. Le principe est très simple, c'est une carte blanche à un écrivain qui s'approprie un fait divers pour en faire un roman. Et Didier Decoing a donc choisi un fait divers qui se passe dans les années 60, ce qui donne un roman vraiment glaçant, terrifiant, haletant, sur l'indifférence et le doute. L'histoire d'un fait divers qui aurait dû ne pas avoir lieu. Avant d'aller plus loin, de rentrer un peu dans le détail de ce livre, de ces personnages, il est évidemment important que vous nous racontiez ce qui s'est passé donc ce 13 mars 64 dans le quartier du Queens à New York en quelques mots, puis on y reviendra en plus en détail après. Il fait très froid cette nuit-là et il est 3 heures du matin. Il faut imaginer le Queens, qui n'est pas le quartier le plus chatoyant de New York, mais ce n'est pas non plus un bidonville. C'est une zone un peu dangereuse. Et une jeune femme, une jeune italo-américaine de 28 ans qui s'appelle Catherine Genovese et que tout le monde appelle Kitty, parce qu'elle est mignonne. Catherine elle rentre tous les soirs à cette heure-là parce qu'elle travaille dans un bar qui est pas loin, à 2 kilomètres. Elle rentre à bord de sa petite Fiat rouge, elle la gare sur un parking. Elle a 30 mètres à faire pour rentrer dans son appartement. Elle sort de sa voiture et à ce moment-là, elle voit un homme et elle sent que ça va mal se passer. Et cet homme se jette sur elle, il a un couteau de chasse à la main et il commence à la frapper une première fois dans le dos, une deuxième fois dans le dos. Kitty s'effondre en hurlant « Au secours, on me tue, on m'assassine, aidez-moi !» Et en tombant, elle voit l'immeuble qui est à côté, qui domine la scène du crime, car ça va aller jusqu'au meurtre. Elle voit des fenêtres allumées, 38 fenêtres qui se sont allumées en l'entendant crier. Et derrière ces 38 fenêtres, il y a 38 personnes qui regardent. Et Kitty se dit forcément, ils vont faire quelque chose, ils vont descendre, ils vont faire quelque chose pour m'aider. Et le fait divers, c'est que pendant 35 minutes, le criminel va s'acharner sur elle. C'est long, 35 minutes. 17 coups de couteau, aucun coup dans un organe vital. Elle va mourir d'hémorragie, simplement d'avoir perdu son sang. Et pendant ces 35 minutes, personne, parmi les 38, personne ne fera le moindre geste pour aider Kitty. Le moindre geste, c'était peut-être pas descendre en pyjama ou en robe de chambre et affronter un tueur déchaîné et armé d'un couteau monstrueux. La moindre des choses, c'était peut-être simplement tout en restant chez soi, derrière sa fenêtre, de décrocher le téléphone et d'appeler la police. Et ce geste-là, il n'a pas été fait non plus. Kitty est morte des coups que lui a infligés son assassin, mais on peut dire qu'elle est morte aussi de l'indifférence d'une population qui a, comme à la télévision, assisté en direct à sa mort. C'est ça que raconte le livre. Bien, on va y revenir en détail. Est-ce que vous l'avez cherché longtemps, ce fait divers, d'abord? Oui, je ne l'ai pas trouvé tout de suite parce que je voulais d'abord, c'était un petit peu le contrat du livre, traiter un fait divers français. Et j'ai navigué entre le curé du Ruf, Marie Bénard, l'affaire Dominici, etc. Et puis parce que moi je vis en province, j'ai le nez dessus. Difficile de décrire le monde dans lequel on est. Donc je me suis dit qu'il faudrait que je retrouve mon exotisme inspirant, c'est-à-dire l'Amérique, c'est-à-dire New York. Et là, je vais vous donner le truc parce que les Américains sont quand même un peuple étonnant. Ils ont un site qui répertorie tous les faits divers les plus extravagants qui ont pu arriver chez eux. Ça s'appelle Crime Library, Bibliothèque du crime. C'est très très bien fait. Et alors vous voyez défiler des trucs hallucinants. Des trucs hallucinants. Et je suis tombé sur cette histoire-là. La première des choses qui m'a frappé, c'est évidemment la personnalité de Kitty.
Kitty, elle ressemble étonnamment aux héroïnes que j'ai déjà décrites dans mes livres. Donc, ils sont des gens vers qui j'ai des femmes, pour qui j'ai une grande tendresse, une grande affection. Des femmes victimes. Victimes et fortes en même temps, c'est-à-dire c'est une battante, hein, la petite Kitty. C'est intéressant de dire que ses parents vivaient à New York, ses frères, tout le monde vivait ensemble, et un jour, la maman de Kitty assiste à un meurtre quasiment devant sa porte. Et elle est tellement horrifiée qu'elle dit mais on ne peut pas vivre là. Donc ils quittent New York, ils vont vivre pas très loin dans le Connecticut, à New Canaan, c'est pas très très loin. Et ils disent à Kitty, tu viens avec nous. Et elle a à l'époque 19 ans, 20 ans. Elle dit non, moi je reste. Donc c'est pas une chiffre molle, hein, c'est pas un marshmallow. Hein. C'est une fille battante. Et donc sa personnalité m'a touché tout de suite. Elle aime danser, elle aime chanter, elle aime la musique latino, qui n'est pas ma tasse de thé, mais je comprends, c'est solaire, c'est ensoleillé. C'est vraiment c'est la chouette fille par excellence. En plus, j'ai vu des photos d'elle. C'est pas Kirsten Dunst, mais elle est très mignonne. Elle s'habille très très joliment, comme savent s'habiller ces petites Italiennes transplantées à New York. Elle me faisait terriblement penser, quand j'ai vu son image, à West Side Story. Il y a ça, voilà. Elle a un petit côté Natalie Wood. Bon, donc ça m'a touché et c'est pour ça que je suis parti sur cette histoire. Je ne sais pas si on peut voir la couverture du livre, mais c'est son regard qui apparaît, le regard de la vraie Kitty Genovese. Elle a un peu les yeux d'Elizabeth Taylor. Exactement, mais Natalie Wood, c'est vrai que c'est un peu ça, effectivement. Alors, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est un fait divers qui est très peu connu en France, mais qui a eu un retentissement énorme aux États-Unis à l'époque. On en parlera tout à l'heure de l'article qui a fait lever finalement tout le monde. C'est assez incompréhensible, et est-ce que c'est parce que vous n'avez pas compris comment ça avait pu se passer que vous avez choisi précisément ce fait divers? Ben oui, c'est parce que ça m'interpelle au niveau du vécu, comme on dit aujourd'hui. Je me suis posé la question, je voudrais que chaque lecteur se la pose, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Qu'est-ce que j'aurais fait dans ce cas-là? Parce que ça renvoie à se demander qu'est-ce que j'aurais fait dans ce cas-là, ça renvoie à se demander qu'est-ce que j'aurais fait dans d'autres cas. Qu'est-ce que j'aurais été pendant la guerre? Est-ce que j'aurais été... Je ne crois pas que j'aurais été Klaus Barbie. Mais est-ce que j'aurais été capable d'être Jean Moulin? J'en sais rien. J'en sais rien. La peur de la souffrance, de la torture, on porte tous ça en nous. C'est facile aujourd'hui. Moi, comme beaucoup, je suis quelqu'un de l'après-guerre. De dire « Waouh, la résistance, j'aurais été un résistant ». Oui, j'aurais essayé de faire de mon mieux. J'aurais certainement pas été du mauvais côté, mais j'aurais peut-être été comme mes 38 mecs, un spectateur. Vous voyez, et ça m'angoisse de pas... Et je ne pourrais jamais répondre. Je pourrais jamais répondre. Il faudrait que je revive une situation pareille. Je me suis toujours interrogé sur J'ai jamais affronté... Oui, 2-3 fois, mais c'était presque du cinéma. J'ai jamais affronté un danger grave au point de me dire est-ce que je vais sauver la personne qui est avec moi ou pas? Il m'est arrivé d'avoir des problèmes en bateau, parce que je navigue, mais je veux dire, le bateau est solide et je savais que c'était encore gérable comme tempête. Donc c'est ce questionnement-là. Je déteste entendre dire des gens qui affirment qu'ils sont sûrs d'être des héros. Je ne suis pas du tout sûr d'éventuellement être un héros. Simplement un type bien, j'en sais rien. Je n'en sais rien, Stéphane. Et j'arrive, pas à la fin de ma vie, mais enfin j'en ai vécu plus qu'il ne m'en reste à vivre. Et donc je me dis, attendez, il y a un vague bilan à faire maintenant. Donc devant l'affaire Kitty Genovese, je me dis qu'est-ce que j'aurais... Alors ce qui est certain, c'est que moi j'aurais décroché le téléphone. Oui. Ça oui. Je pense que tout le monde aujourd'hui aurait décroché le téléphone. Mais c'était peut-être pas ça qu'il aurait fallu. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était peut-être descendre. Parce que, je le dis maintenant parce que c'est important de le savoir, il y a quand même quelqu'un qui est descendu. Oui. Au bout des 35 minutes. Et la personne qui est descendue, c'était justement celle qui avait toutes les raisons du monde de rester chez elle. C'est une petite jeune femme, à peu près de l'âge de Kitty, qui était sa voisine, qui avait un bébé au berceau,
Donc une responsabilité, je crois qu'en plus elle était fille-mère, donc bon. Et elle devait peser 50 kilos toute mouillée, c'est une toute petite chose, petite libellule. Sophie Farrar. Et Sophie, quand elle a appris dans des circonstances un peu compliquées ce qui se passait, elle a fait ni une ni deux. Elle a fait les deux choses. Elle a commencé par téléphoner à la police. C'est d'ailleurs grâce à elle que les voitures sont arrivées. Elle a commencé par téléphoner à la police et ensuite elle s'est précipitée sans se demander une seule seconde si le tueur n'était pas là avec le couteau et si elle n'avait pas elle aussi devenir la victime du truc. Et elle a compris tout de suite que Kitty allait fermer les yeux, qu'elle était mourante. Mais elle l'a prise dans ses bras, elle l'a serrée contre elle. Et je me dis, si pendant 35 minutes, Kitty Genovese a désespéré de l'humanité, en se disant, mais dans quel monde suis-je né? Dans quel monde vais-je mourir? Personne ne lève le petit doigt. Il suffit de se compter, 38, ça fait quand même un petit groupe de gens. Hein, c'est pas... Si elle a pu penser ça pendant 35 minutes, j'espère qu'à la dernière seconde, il lui restait assez de lucidité pour sentir qu'une autre jeune femme l'a serrée dans ses bras et qu'elle se dise non, ce monde n'est peut-être pas si désespéré et désespérant que je l'ai cru. Qu'elle soit morte réconciliée, je ne sais pas, mais en voie de réconciliation avec l'humanité. En tout cas, la jeune fille aurait pu être sauvée, puisque vous dites à un moment donné que les patrouilles de police étaient très très proches du quartier et que quelqu'un aurait appelé, elle aurait été sauvée. Est-ce que, alors, l'époque à laquelle ça se passe n'est pas anecdotique. On est en mars 64, quelques mois après l'assassinat de Kennedy, l'Amérique est en plein doute. C'est aussi ce qui vous a séduit, cette époque à laquelle ça s'est passé? Tout à fait, parce que ce qui est important, c'est effectivement, Kennedy, c'était novembre 63, un traumatisme terrible. Hein, pour moi. Moi, j'ai été aux États-Unis à peu près à cette époque, et je me rappelle, les Américains n'en revenaient pas de ce qui était. Nous non plus, vous me direz, mais eux étaient bouleversés. Ils avaient tué leur président, et c'était un président qu'ils aimaient, auquel ils croyaient, et donc ils étaient dans un état oui, complètement bouleversé. Et quand on arrive en 64, en mars 64, ça a l'air idiot, mais le printemps approche, et il y a une espèce de printemps qui approche aussi pour les Américains qui se disent, allez, l'assassinat de Kennedy, c'est derrière nous, on se relève, on va reprendre le rêve, on va reprendre la route vers le demain, etc. Et à ce moment-là arrive ça. On leur appuie sur la tête, parce que bon, la presse, disons, on en reparlera peut-être, la presse est déchaînée sur cette affaire, pour dire aux Américains, mais regardez-vous, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire des choses pareilles. Donc ça s'est situé dans un contexte qui était un contexte d'extrême sensibilité, je dirais, comme des nerfs à vif pour l'Amérique. Il y a une autre chose, mais qui est plus anecdotique, celle-là, c'est que ça s'est passé le jour de votre anniversaire, en fait un 13 mars, vous êtes né un 13 mars. C'est un hasard pur? Ben oui, c'est un hasard forcément, mais c'est vrai que... Vous l'ayez choisi à cause de cette date? Ça a joué dans l'intérêt que j'ai porté d'emblée à cette histoire, puisque je crois que la première ligne dans Crime Library, c'était le 13 mars 1964. Donc je me dis, tiens, voilà, j'ai 19 ans. Alors, ça s'est passé aussi à New York, c'est une ville que vous aimez particulièrement et vous êtes particulièrement précis dans vos descriptions, et moi c'est aussi ce que j'aime chez vous. Je vais lire quelques passages qui nous font vraiment sentir la rue. En 1880, Jamaïca était devenue la vraie rue d'une vraie ville. Elle s'était dotée d'un tramway, de 7 boulangers, 3 médecins, 2 policiers et de 21 baraques qui vendaient de l'alcool. La rue avait continué à s'élargir, elle avait acquis le statut d'avenue, avec un terre-plein central et des grappes de feu de signalisation, avec aussi des accidents plus fréquents, plus graves, ce qui avait contribué à multiplier le nombre de flics, de médecins et de funérariums. Les familles endeuillées, appréciant l'alcool pour anesthésier leur chagrin, le nombre des magasins de spiritueux avait alors sensiblement augmenté et la délinquance avec eux. C'est extraordinaire en 10 lignes comment vous décrivez un quartier et son évolution. Dans sa traversée de Hollis, un des secteurs les plus peuplés du comté de Queens, à une vingtaine de kilomètres de Manhattan, Jamaïca Avenue était bordée d'immeubles bas, rabougris et plutôt délabrés, qui, en plus des boutiques de nippes, abritaient des chapelles se réclamant d'églises improbables, dont beaucoup finissaient par faire faillite, comme n'importe quelle petite entreprise mal gérée, des ateliers où l'on réparait tout et n'importe quoi, des échoppes de restauration rapide, ça sentait le caoutchouc, le beignet frit, la vapeur des pressings. C'est extraordinaire, on y est. Ça c'est l'Amérique, j'allais dire, où j'use une paire de chaussures
en 15 jours. Moi, je suis un piéton de New York. Hein. Et je me balade plus tellement dans Manhattan, que je connais bien, mais c'est ces coins-là où j'aime traîner, parce que ça sent le... Il y a une odeur américaine. Pourquoi cette spécifique. volonté d'être si précis toujours dans un roman comme celui-ci, par exemple? C'est Pour important le partager. C'est important pour le partager. Je veux dire que moi, quand je raconte ça, je le vois, je le sens, je le touche. Et je voudrais que le lecteur ait la même sensation que moi. Je me disais, si je participais d'une école littéraire quelconque, il faudrait que j'en invente une qui s'appellerait l'école émotionniste, c'est-à-dire à partir de l'émotion. Ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est l'émotion. Alors moi, quand j'écris, j'en ressens une. Quand je lis un livre, j'en ressens une. Donc je voudrais que le lecteur de mes livres, lui aussi, lui ou elle, ce sont souvent des femmes, éprouvent, ressentent cette émotion. Et pour ça, il faut essayer d'être précis. Alors, je voudrais que vous nous racontiez un peu comment vous avez construit votre roman. D'abord, le travail de documentation que vous avez fait sur place. Vous êtes allé sur les lieux du meurtre? Non, Stéphane, parce que New York change tous les 10 ans. Ouais. Mais vraiment. Hein, et donc, le Queens de 1964 n'existe plus. Oui, l'immeuble de Kitty existe encore. Mowbray House, l'autre, existe aussi. Mais c'est plus les mêmes voitures, c'est plus les mêmes enseignes, c'est plus les mêmes enjeux. Donc ça servait à rien. Il fallait au contraire, j'allais dire, ne surtout pas aller à New York, mais faire venir New York de 1964 dans mon bureau. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des tirages noirs et blancs des photos de rue, etc. Et je me suis fait un décor de cinéma. Vachement moins beau qu'ici, hein. Mais mon bureau est plus petit, il faut dire. Et donc j'avais plein de photos comme ça que je regardais et qui m'aidaient à... me servait de bon. Plus, ne jamais oublier la ZIC, la musique, la bande originale du livre. C'est-à-dire que je me créais une atmosphère musicale avec des disques de l'époque, des chansons de l'époque, des morceaux de jazz, des morceaux de musique latino, puisque c'était ce qu'aimait Kitty. Et puis c'est vrai que de temps en temps, je sacrifiais au rite du hot dog à midi parce que ça faisait partie de l'odeur de la saucisse, de la moutarde et du pain chaud. Ça fait partie de. C'est le fils d'Henri Decoing qui parle là. Pardon ? C'est le fils d'Henri Decoing vraiment qui parle là. Quand on vous entend parler de description. Papa aimait bien jouer. Enfin, faire du cinéma, c'est partir le matériau. Quand on raconte une histoire, qu'elle soit filmée ou écrite, c'est quand même une histoire vraie au départ, des gens vrais. Et donc ce matériau, faut qu'il se rapproche le plus possible, qu'il soit le plus authentique possible. Alors comment vous avez décidé de construire votre roman? Parce qu'il y a déjà un narrateur, mais qui n'arrive qu'au bout de 2 chapitres. Les meurtres sont racontés avec en même temps des déclarations du tribunal. Quel parti pris vous aviez dès le départ? Alors, je savais ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas écrire un roman chronologique en faisant croire au lecteur qu'il y avait un suspense terrible et que je ne connaissais pas la fin. Le nom de l'assassin, il est donné dès les premières pages, et le nom de la victime dès ce que vous avez lu sur Jamaica Avenue. Mais j'ai voulu le construire un petit peu comme on construirait un film, avec des insertions, des inserts de séquences vraies. Par exemple, tous les passages qui sont en italique et qui sont des interrogatoires de procès, le procès qui a été fait au criminel, ces témoignages, sont en italique parce qu'ils sont vrais. Ce sont les vraies minutes, vrais extraits du procès. Et ils nous renvoient au romanesque, au roman, mais qui lui aussi est nourri à la fois de vérité, etc. C'est pour ça que j'ai mis 2 ans aussi. Hein. C'est une construction très complexe, mais je pense que ce livre, c'est pas un suspense. Hein. Encore une fois, le nom des meurtriers, vous allez le savoir tout de suite, et je vous ai raconté ce qui s'est passé. Donc, l'intérêt du livre, il est forcément ailleurs. Et c'est cet ailleurs que j'ai cherché, avec une construction qui soit un peu comme si on s'assoit dans un fauteuil, on va regarder un film. Exactement ça. Alors la première inspiration, c'est finalement l'article on va revenir maintenant à ce qui s'est passé en 64, l'article de Martin Gansberg, qui est donc un journaliste du New York Times, qui est cet article qui va faire grand bruit et tout déclencher. Qu'est-ce qu'il y a dans cet article que vous avez lu forcément?
Et quelle était la nature de la réaction du peuple américain à cette époque-là? Alors, il faut d'abord savoir comment est parti l'article, hein, parce que, bon, il y a le meurtre de Kitty, ça fait 2 lignes dans les journaux, et 3-4 jours après, le directeur, le patron du New York Times, Abraham Rosenthal, déjeune avec son informateur numéro 1, qui est Murphy, le chef de la police de New York. Et il bouffe bien, et entre la poire et le fromage, Murphy lui dit dis donc, ils sont pas de pas belles dans le Queens, etc. Et Rosenthal lui dit mais vous avez arrêté l'assassin? Alors l'autre dit on a arrêté un assassin, oui, mais il y en a 38 autres. Il dit attends, je comprends pas, dit Rosenthal. Envoie un de tes gars enquêter, tu vas voir, cette histoire vaut un sacré bouquin. L'expression exacte était fucking book. Ah, il y a du fuck partout. Mais je peux retrouver les termes exacts du truc. C'est fucking book. Et donc, Rosenthal rentre au journal et envoie un jeune mec talentueux, brillant. On va imaginer qu'il a la tête de Redford quand il était jeune, pour se faire plaisir, là. Hein. Se fait un petit casting pour le plaisir. Et donc, il l'envoie là-bas enquêter, en disant écoute, je ne comprends pas ce que m'a dit Murphy, mais toi, tu vas trouver. Et quand Martin Gansberg arrive là-bas, il voit des gens, qui sont les gens qui habitent l'immeuble en face, et il leur dit, vous avez vu quelque chose de ce meurtre? Et ils commencent à dire, oui, on a vu, bien sûr qu'on a vu, on a tout vu. Ils ne se cachent pas. Non, ils ne se cachent pas. Ils se cachent pas, ils sont ravis de parler à un journaliste. Ils sont ravis de... Attendez, ils vont avoir leur nom dans le journal. Bon, ils ne sont pas les assassins, c'est pas eux qui ont le couteau. Donc ils vont parler 1, 2, 3, et il va découvrir... Ce jeune Martin Gansberg, il va découvrir qu'ils sont 38, comme ça, à avoir soit vu, de leurs yeux vus, soit vu et entendu, soit simplement entendu. Enfin, ils sont 38 témoins de la réalité de la mort de Kitty. Et ce garçon, qui a déjà traité des problèmes de faits divers, etc., a un haut le cœur terrible. Et il rentre au journal et il oublie complètement qu'il est journaliste au New York Times, il oublie complètement qu'il a un papier à faire un certain calibrage, il crie son dégoût, sa colère, sa rage de ce qui s'est passé, et il fait un papier sublime. Un peu, mais toute proportion gardée, bien entendu, mais un peu comme Zola écrivant son fameux J'accuse. Et le papier de Gansberg est tellement sensationnel qu'il passe à la une du New York Times, dont il occupe une grande partie, et que il est repris par les journaux de l'Amérique profonde, comme on dit, puis par ceux de la côte ouest, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco. Tout le monde reprend l'article de Gansberg, et là, c'est plus seulement New York, c'est l'Amérique entière qui est effondrée, bouleversée, qui va faire de Kitty Genovese une icône, véritablement. Ouais, parce que ces photos sont affichées dans Little Italy, on va mettre ces photos partout. Et qui va... les Américains vont se poser la question, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Leur première réaction va dire, c'est 38 salopards, c'est le mot qui a été employé. Puis ensuite, ils vont atténuer un peu ça, en disant, mais nous, est-ce qu'on serait... Ce que je disais au début, moi je m'interroge moi-même. Et cet article de journal, moi qui suis toujours dans mon cœur journaliste, cet article de journal est un moment où je veux dire, où la presse se fait honneur à elle-même, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller trifouiller dans les détritus des gens et petites histoires lamentables, elle dit stop, ça il ne faut plus faire ça. C'est un très bel article. Alors, les 38 témoins, donc, ils sont avérés. C'est vrai que quand la police arrive, tous les témoins racontent immédiatement. Ils descendent dès qu'ils voient les Il gyrophares. y a un témoin incroyable qui, pendant le meurtre, appelle sa petite amie pour lui demander comment il doit réagir. Ça, c'est un truc... Et lui, là, en plus, alors lui, à ce moment-là, Kitty est arrivée en se traînant et en perdant son sang à contourner pour atteindre sa porte. Elle est entrée dans le vestibule de son immeuble. Elle n'est pas capable de monter l'escalier. Elle croit que le meurtrier l'a oublié, a perdu sa trace. En fait, lui, il suit la trace de sang. Il arrive, il revient, il recommence à la frapper, etc. Et juste au-dessus habite ce type-là, qui lui ouvre sa porte en entendant les hurlements de la petite Kitty. Il regarde et il voit ce que je viens de vous décrire, un fou, un forcené en train de massacrer une fille. Il rentre chez lui, il ferme sa porte, prudent. Ferme sa porte, il réfléchit 2 secondes, il dit quand même,
c'est un peu violent ça, il décroche son téléphone, il appelle sa copine, qui est dans le comté de Nassau, c'est pas fort à côté, et il l'appelle et lui dit voilà, tu te rends compte, ma petite voisine qui est en train de se faire assassiner, là, sous mes yeux, qu'est-ce que je fais, moi? Et la fille, qui l'a réveillée, il est à ce moment-là 3h45 du matin, 3h50, lui dit ah ben tu fais rien du tout. D'abord, tu m'emmerdes de m'avoir réveillé, tu me fous la paix, tu me laisses dormir, et toi, tu vas te coucher, tu t'occupes pas de ça. Ah bon, ah non, fiche-moi la paix, va dormir. Ah bon, ah, il raccroche. Puis il n'est quand même pas à l'aise. Il est à 4 mètres, 5 mètres du drame. Et donc, il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Mais il ne va toujours pas appeler la police. Il va appeler la voisine de Kitty, la fameuse petite Sophie 50 kilos, toute mouillée. En lui disant, Sophie, vous savez, tu sais, ta voisine, là, elle est juste là, dans l'entrée. Il y a un mec qui est en train de la massacrer à coups de couteau, je ne sais pas. Bon, et c'est là où Sophie Farrar est formidable. Elle raccroche, elle se dit que c'est vraiment pas la peine d'aller plus loin avec ce type. Elle raccroche, appelle la police, elle descend, consolée, serrer Kitty dans ses bras. Mais c'est hallucinant de montrer le mécanisme mental d'un type qui aimait bien Kitty Genovese, qui la connaissait bien, qui lui disait bonjour quand il la voyait, qui reste. Mais c'est pas croyable. Ce sont des flaques de conneries, quoi. Ce sont des espèces de machins mous. C'est terrible. C'est terrible parce que 1 mais 38. Alors, il y a le tueur dont il faut parler forcément, Winston Mosley. C'est un personnage forcément très intéressant pour un romancier. C'est un Dr Jekyll et Mr Hyde. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que le jour, Mosley est un type impeccable. Vous pouvez boire un peu si vous voulez. Oui, merci. Il est gentil avec moi. Le jour, c'est un mari modèle, c'est un père exemplaire, et c'est un employé irréprochable. Et malheureusement, il a épousé une femme qui est infirmière de nuit. Et donc, quand la nuit est là, Mosley est seul avec leurs enfants qui dorment dans une chambre. Et lui, voilà, il y a des orages qui se déclenchent dans sa tête. Et je dirais que c'est le coup de Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est le coup du loup-garou. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, effectivement, mais son museau s'allonge, il lui pousse des dents terribles, il se couvre de poils, il a des griffes, et il est devenu un prédateur. Il prend sa voiture, il commence à rouler dans les rues de New York, cherchant une proie. Il a dit, je cherchais une proie. Il en trouve souvent des proies. Il les viole, il ne les tue pas, mais un jour, il en tue une, et ça lui provoque une telle... c'est un nécrophile qui s'ignore, une telle jouissance que désormais, il va être un tueur. Et ensuite, quand il va rentrer chez lui, sa proie digérée, si je peux dire, il redevient le gentil Winston. À tel point que je raconte cette anecdote parce qu'elle est vraie, celle-là, elle est hallucinante. C'est incroyable. Il vient de tuer Kitty, il est remonté dans sa voiture et il a posé à côté de lui, sur le siège passager, le couteau avec lequel il a tué la petite Kitty, et ce couteau est encore plein de sang. J'allais dire, la poignée est encore chaude, c'est quelques secondes, et donc il roule avec sa voiture, il arrive à un carrefour, il n'y a évidemment pas de circulation, il est 3h50 du matin, et à ce carrefour où les feux sont verts, il y a une voiture qui est arrêtée au milieu du carrefour, et dans la voiture, il y a un type qui dort, le conducteur, il a mis les bras sur le volant, il dort la tête dans ses bras. Mosley freine, il descend de sa voiture, parce qu'il se dit, je ne peux pas le laisser là, ce type. Parce que si je le laisse là, quelqu'un va lui rentrer dedans, et il va avoir sa tête, va partir dans le pare-brise, il va se faire mal. Donc il descend de sa voiture, il va frapper à la vitre du type, et il lui dit, monsieur, il ne faut pas que vous restiez là, parce que vous allez avoir un accident là. Vous savez, c'est un carrefour fréquenté, il y a le feu vert, là, il suffit qu'une voiture rentre dedans, vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte, on peut se faire très mal en se cognant le front. Et le type lui remercie. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, je vais rentrer chez moi, j'ai un coup de fatigue. Et chacun repart, le dormeur repart réveillé dans sa voiture, probablement en adressant des bons merci, monsieur. Hein. Et lui, Winston, remonte dans sa voiture, content, bon samaritain. Il vient de rendre service à quelqu'un. Et peut-être, là j'imagine, peut-être qu'il touche le couteau.
à côté de lui, lequel il vient de tuer une femme. On est en plein paradoxe. C'est vrai que c'est passionnant pour un romancier, mais c'est aussi passionnant pour des psychiatres, des psychanalystes et des psychologues. Tout ce qui commence par psy doit frétiller devant un personnage comme ça. Il y a eu d'ailleurs des expertises, évidemment, médicales de Mosley. Et comme dans tous les cas d'expertise, certains ont dit oui, il est complètement fou, et d'autres médecins ont dit il est tout à fait normal. Moi, j'ai pas d'avis fondé sur rien d'autre que mon intuition. Je pense qu'on a affaire effectivement à un fou. Donc, quelque part, il échappe à notre jugement, et en tout cas au châtiment. Alors, ce qui est le plus glaçant sans doute dans le livre, c'est finalement plus que ce qu'il fait, c'est ce qu'il pense, moi je trouve. Et ce que vous décrivez effectivement formidablement bien. Je vais vous demander de lire ce passage, si vous voulez bien. Je sais que vous aimez bien lire, donc je me permets d'ici jusqu'au bout, s'il vous plaît. Il ne devait pas se laisser détourner de la pulsion qui s'était réveillée tout à l'heure, qui s'était mise à battre en lui comme un deuxième cœur à la fois puissant et fragile. Puissant parce qu'il décuplait le désir tout en asservissant la totalité des fonctions physiques et psychiques de Mosley à sa seule satisfaction, mais fragile parce qu'il suffisait de presque rien, du passage d'un train, de l'odeur piquante du brouillard, d'une chanson à la radio, pour interrompre sa palpitation profonde. Dans ce cas, le désir semblait se racornir jusqu'à s'éteindre et disparaître. En réalité, il n'était qu'endormi, mais Mosley ne pouvait jamais prévoir quand il allait se manifester à nouveau. Sa seule certitude était qu'il ressurgirait plus impérieux que la fois précédente. Un jour viendrait peut-être où Winston Mosley n'aurait plus d'autre but dans sa vie que d'assouvir ce désir. Il irait jusqu'à se dissoudre en lui comme les cadavres que les autres meurtriers, ceux qui tuent par intérêt, par vengeance, par dépit, par amour, enfin pour tous ces mobiles qui n'ont rien à voir avec le plaisir, mettent à fondre dans la chaux vive. Il passerait ainsi de la jouissance de donner la mort à la jouissance d'être la mort. Ce jour-là, il perdrait toute capacité à réfléchir, il ne serait plus que sensation pure, primaire, brutale, allant peut-être jusqu'à oser faire dans une lumière éclatante et en présence d'une foule stupéfaite, ce que jusqu'à présent il réservait aux lieux solitaires et aux ténèbres. Et ça, j'y étais pas dans sa tête. C'est ça, là, vous mettez le doigt sur ce passage, sur ce qui était le challenge du livre et de la collection, qui est, quand il y a des trous, il faut les remplir. Il était impossible de faire le livre sans à un certain moment se glisser dans la tête de Mosley. Donc je me suis mis dans sa tête. J'ai été aidé par une expérience que j'avais faite peu de temps auparavant. Je vais vous dire. Voilà, Francis Holm. c'était l'écriture du téléfilm que vous avez peut-être vu, Dans la tête du tueur, sur l'affaire Francis Holm, qui avait été diffusé par TF1. J'avais passé 2 ans sur ce téléfilm, et donc on avait affaire encore une fois à la vérité, un homme vrai. Holm n'est pas une invention. Et j'avais essayé de me glisser dans la pensée de Holm pour essayer de comprendre ces crimes. Et donc j'ai repris le même schéma d'introspection pour Mosley. Et ça se passe comment alors? Racontez-nous, vous êtes devant votre feuille et vous mettez dans la tête d'un tueur. C'est pas agréable. Ben non, j'imagine. C'est pas agréable. Comment on écrit? Quelle est la technique? Enfin, heureusement, ma femme ne croit pas que je puisse devenir un tueur. Comment on écrit froidement? Quelle est la technique d'écriture pour écrire froidement? Comme ça, pour écrire comme ça? Ouais. C'est de couper, c'est d'enlever. C'est de se laisser aller. Alors, j'ai une histoire qui est très belle, qui va vous faire comprendre ce que je veux dire par là. Elle est fausse, l'histoire, mais elle est très symboliquement très belle. On est à Rome, et il y a devant Saint-Pierre de Rome, il y a un type barbu qui est il a un énorme bloc de marbre, c'est l'aube, et il donne des coups de burin, des coups de marteau dans ce bloc de marbre. Et arrive un petit garçon pauvre de Rome qui regarde ce type faire, il dit rien, il s'assied, et il regarde. Et le type, toute la journée, donne des coups de marteau de burin, il fait sauter des éclats de marbre, etc. Et quand on est à la fin du jour, quand le soleil va se coucher sur Rome,
on s'aperçoit que ce type, barbu, qui donne des coups de marteau, qui n'est autre que Michel-Ange, a fait une sculpture merveilleuse et le petit garçon lui dit « Comment tu savais qu'il y avait un cheval dans la pierre ?» C'est ça, en fait, écrire. C'est commencer par un bloc de marbre un peu informe. C'est tout oser avec ce bloc de marbre. C'est oser le frapper, en faire voler des copeaux, des éclats. Et puis, avec un peu de chance, avec un peu de bonheur, avec un peu de travail, avec un peu de sueur, à la fin de l'exercice, on est sur un livre avec une écriture froide et maigre, qui me semblait être celle qui convenait le mieux à cette histoire-là, qui est pas... c'est vrai que j'ai parfois tendance à écrire un peu 19e-iste. J'aime bien les phrases bien construites et tout. Mais là, il fallait être plus sec, plus... Oui, légumes secs, lentilles et pois chiches. Vous êtes un éternel insatisfait en plus quand vous écrivez, donc vous avez dû passer du temps à refaire un passage comme celui-là. Je sais pas, j'ai refait 30 fois, 40 fois. Oui, mais quand j'ai fini les livres, heureusement qu'il y a un éditeur qui réclame le manuscrit parce qu'il y a une date de publication arrêtée, parce que sinon, je suis tellement mécontent. C'est John Lanfer qui a eu le Goncourt, je l'ai jeté dans le feu. C'est ma femme qui l'a récupéré avec des grosses pincettes. Quand je l'ai terminé, elle était à côté de moi, je lui ai dit, ben voilà, c'est fini. Et je lui ai essayé une merde. Et je l'ai jeté dans la cheminée. Et elle s'est précipitée, elle l'a attrapé, elle me dit, t'es malade, mais c'est une merde, tu l'as pas lu, laisse brûler ce truc-là, ça vaut rien du tout. Et puis bon, on l'a donné à l'éditeur, et puis ça a eu l'heure de plaire. Et voilà, et je crois qu'aujourd'hui, ça aurait été dommage qu'il brûle. Mais, oui, c'est le Goncourt, donc oui. Mais mon insatisfaction va jusque-là, je veux dire jusqu'à... Parce que, Stéphane, parce que je suis lecteur, et que j'ai des livres partout autour de moi, et qu'il y en a de sublimes. Dans cette collection-là... Vous faites un complexe. Vous êtes complexé. Ouais, j'ai horriblement complexé. Le bouquin de Jacques Chessay, Chessay, pour vous, mais on doit dire Chessay, qui s'appelle Le Vampire de Ropra, qui est dans la même collection que ça, pour moi est un exemple. C'est un livre que je trouve que j'ai lu au moins 4 ou 5 fois, et je l'avais dans mon bureau pendant que j'écrivais l'histoire de Kitty, et je me disais mais j'arrive pas à faire comme aussi bien que Jacques. C'est pas la peine. Je vais téléphoner chez Grasset en disant que je renonce. Je vais en faire un autre livre, mais j'y arriverai pas. Puis en s'obstinant. C'est-à-dire que même quand vous arrivez sur le passage que vous venez de lire, lorsque vous arrêtez de le refaire, c'est presque par dépit, quoi. Vous dites, de toute façon, là, à un moment donné, il faut que je m'arrête. C'est-à-dire vous n'êtes même pas satisfait à la rigueur de ce que vous... Non, s'il y a un moment où je le relis en me disant, je crois que je ne peux pas le faire mieux. Moi, je peux pas... Si quelqu'un veut bien s'en emparer et l'écrire à ma place, il peut peut-être faire sûrement mieux. Moi, je ne peux pas le faire mieux. Et à partir de ce moment-là, je le laisse comme il est là. Mais vous savez, Michel-Ange était comme ça, avec son cheval, il a dû le casser, le cheval, et en refaire un autre. Est-ce que c'était autrement compliqué, peut-être plus d'ailleurs, de se mettre dans la tête de Kitty Genovese au moment où elle est assassinée? Vous allez nous lire ce passage si vous voulez bien. On le lit d'abord et puis ensuite vous nous expliquerez comment vous l'avez construit. Donc, il y a le jeu ici. Celui-là, il a pris du temps. Hein. Oui, j'imagine. Ce sont ses dernières pensées. Je, sous-signé Catherine Kitty Genovese, fille de Rachel et de Vincent Genovese, suis fermement décidé à ne pas mourir cette nuit, car ce serait terriblement injuste en regard de tout ce que je veux faire encore, et ce serait terriblement stupide eu égard à la présence 2 étages au-dessus d'une fille que j'aime et qui m'aime, Mary-Anne, qui était ce soir au bowling avec des amis, qui est forcément rentrée à la maison. Oui, à cette heure-ci, tous les bowlings de New York sont fermés, et Mary-Anne n'est pas du genre à traîner dans les rues, surtout qu'il fait un putain de froid. Il s'en faut maintenant de très peu, de quelques minutes, même pas, de quelques secondes, pour que j'ouvre la porte du vestibule. D'habitude, je grimpe à pied mes 2 étages. Il m'arrive même de courir comme une dératée pour retrouver plus vite l'odeur douce de Mary-Anne. Mais cette nuit, je n'y arriverai pas, je suis trop faible. Pauvre Kitty, gelée de groseille, et quelle groseille! Oh Marianne, mon amour, une groseille fade, poisseuse, qui coule de moi. Je suis une source de confiture de sang. Je ne tiens pas sur mes jambes, elles foutent le camp. Se replient sous moi comme les pattes de la cigogne, le train d'atterrissage de l'avion.
Je suis le sucre qui fond, le roller coaster qui plonge dans le vide, le miel filant entre les trous de la tartine. Je suis une révérence. Je suis tout ce qui s'affaisse, se dérobe et s'effondre. Je vais me casser la gueule. Tu ne me verras plus jamais debout, plus rien pour me porter. Je suis par terre, ô Marianne, je suis par terre, sur le dallage très froid. Réveille-toi si tu dors. Descends vite. Viens tout de suite, je ne suis plus toute seule, ma petite chérie. Il est revenu, il se penche sur moi et il... Point de suspension. Applaudissements, on pouvait, je crois, pour ce passage. On a presque envie de faire une minute de silence après avoir entendu ce passage. Oui, elle a fait une éternité de silence, elle, après. Ouais. Et ça a été Mais ça, c'était un passage qui était pour moi le plus important du livre. Ouais. Parce que, encore une fois, parce que j'ai jamais oublié une seule seconde que Kitty Genovese était un être vivant et que je voulais que ce livre lui rende hommage d'une certaine manière. Et donc, en me glissant en osant me glisser dans sa tête, en inventant raisonnablement ce qu'avaient peut-être pu être ses pensées, j'avais l'impression de la relever une seconde de la tombe pour qu'elle parle, puis ensuite elle retourne se coucher. Mais ça, j'ai mis beaucoup de temps à faire ça. J'imagine. On l'a compris dans le passage que vous venez de lire, Kitty était homosexuelle. Alors, Kitty était homosexuelle, ce qui en 1964 était très très mal vu. L'homosexualité masculine était mal portée, mais alors l'homosexualité féminine était poursuivie par la loi et par la police. Vous êtes demandé si ça avait pu jouer dans la non-intervention ou pas des témoins ? Oui, je me suis surtout dit que... Parce qu'il le savait, a priori. Oui, il le pressentait, j'imagine. Et Kitty, c'est une herbe, une grande graminée qui dépasse dans un champ d'herbe bien taillé. Kitty, elle n'est pas comme tout le monde. Elle est italo-américaine et les gens qui habitent le Mowbray House, l'immeuble, c'est des Américains 100% pur jus. Ils sont à la retraite. C'est le high middle class. Et il y a liftier dans l'immeuble. Hein. Il y a ascenseur, mais liftier en plus. Ce sont donc des gens qui sont à la retraite, qui ont beaucoup d'argent, qui vont à l'office le dimanche, qui pensent bien, enfin ils sont persuadés de penser bien, qui n'ont jamais eu d'ennui avec la justice. Qu'est-ce que c'est cette fille italo-américaine qui vit avec une autre fille? Elles ne sont pas mariées ni l'une ni l'autre, et pourtant elle a 28 ans, Kitty. Est-ce qu'on n'est pas mariés à 28 ans? Et puis qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Pourquoi est-ce qu'elle travaille la nuit dans un bar? Est-ce que ça se fait quand on est une jeune fille bien élevée de travailler la nuit dans les bars? Tout ça fait que quand après les gens ont dit à l'enquête on adorait Kitty Genovese, c'était notre petite voisine, c'était la petite voisine de toute l'Amérique, etc. Et je me suis demandé si c'était si vrai que ça. Je me suis demandé si, vous savez, cette légère différence qu'a quelqu'un, si ça n'avait pas joué dans le... Évidemment, c'est pas pour ça qu'ils l'ont laissé mourir. Mais il n'est pas impossible qu'au début, le retard à l'allumage, si je puis dire, le retard, même le fait de ne pas décrocher le téléphone, se soit dit, attends, voilà ce que c'est que de rentrer à 3h du matin. Tu vas prendre ta leçon, ma petite. Hein, ça fait longtemps que tu aurais dû changer de vie. Tu vois ce qui arrive quand on est passage? Mais les témoins n'en ont pas fait mention. Ouais. Non, ils n'en ont pas fait mention. Des mentions ont été faites ici ou là dans des journaux, bien sûr, notamment dans des journaux défendant, représentant un peu les mouvements gays, mais aujourd'hui, récemment. Et puis, ça a été vaguement évoqué, mais off the record, par les magistrats qui ont dirigé le procès. Il y a un narrateur dont on n'a pas parlé, qui est un auteur qui pêche à la truite, je crois, c'est ça, et qui est un auteur juif, je crois. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est aussi un lien quelque part par rapport à la Shoah et à la passivité qu'il y a pu y avoir devant la... Les deux choses sont importantes. Qu'il soit un pêcheur à la mouche, oui, parce que c'est un observateur. Lui, il habite l'immeuble, mais il n'était pas là le soir du meurtre. C'est le témoin qui ne pouvait pas être témoin. Il est un peu moi, quoi. Il guide le lecteur dans les arcanes de cette histoire.
Donc très observateur, vous savez, pour savoir quel est le petit insecte qui vole au moment où la mouche a envie de gober, il faut vraiment avoir l'œil. Il est comme ça, Nathan Kochel. L'autre, c'est très important qu'il soit juif, parce que lui n'a pas subi la Shoah, bien sûr, puisqu'il est américain, sa femme non plus n'a pas vécu ça, mais il sait bien que ça existait. Et je crois que comme beaucoup de gens, il n'arrive pas à comprendre comment, pendant qu'on exterminait 6 millions de personnes, les nations sont restées silencieuses derrière leur drapeau, je peux dire, comme ces 38 témoins. Il fait un rapprochement qui n'est pas un raccourci, qui est simplement qu'on ne peut pas s'empêcher, lui ne peut pas s'empêcher de se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on a laissé mourir 6 millions de personnes comme mes voisins ont laissé mourir Kitty Genovese? Il n'a pas la réponse. Nous n'avons pas la réponse. Donc voilà, je voulais, ce n'est pas dit, mais il me semble que le simple fait de dire que Nathan Kochel est israélite fait que le lecteur, la preuve, c'est que vous vous êtes posé la question, se dise son souci de comprendre l'indifférence, l'apathie, n'est pas simplement une simple curiosité. Il la ressent dans sa chair. On connaît le syndrome de Stockholm, nous, ici en France, en Europe, ce qui veut que finalement les otages se rapprochent de leurs preneurs d'otages. Alors il existe, vous l'apprenez dans le livre, le syndrome Kitty Genovese aux États-Unis. Il y a une théorie qui est rapportée par 2 professeurs que vous citez à la fin. Vous nous en parlez? Parce que c'est assez sidérant. Oui, parce que c'est la conséquence du bouleversement qu'a provoqué ce fait divers, ces articles de journaux, fait que l'affaire est passée entre les mains de psychologues, de facultés d'instituts de psychologie, et qu'on a fait des expériences pour essayer de comprendre comment, et ça porte un nom en américain, ça s'appelle le bystander effect, c'est-à-dire l'effet du témoin, si vous voulez, qui se tient à côté, bystander, on peut qualifier ça comme ça. Et donc ils ont fait l'expérience suivante qui est assez effrayante dans le fond, c'est de mettre des personnes dans une pièce et elles sont en communication avec une autre personne qui est évidemment complice de l'expérience. Les premières personnes dont je parle sont des cobayes, eux sont complices de rien du tout. Ils sont donc dans une même pièce et dans une autre pièce, il y a un type qui est seul, qui lui fait partie de l'expérience. Et ils sont reliés par un interphone. Quand vous mettez 30 personnes dans la première pièce, alors ils discutent avec le type qui est dans l'autre pièce, et brusquement, le type qui est dans l'autre pièce dit oh merde, j'ai vachement mal, une douleur dans le... Oh, ça me monte dans le bras, dans l'épaule. Oh, je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque. Ça, appelez quelqu'un, je fais un infarctus. Si vous avez 30 personnes dans la pièce, personne ne bouge. Je veux dire, il va falloir qu'on entende le bruit du corps qui tombe, qu'un temps se soit passé, pour que quelqu'un se décide enfin à ouvrir la porte et à prévenir le directeur de l'expérience en disant il y a le type qui est dans l'autre pièce qui est mal là. Si vous n'avez plus que 20 personnes, ils ne vont pas réagir tout de suite, ils vont mettre aussi un temps fou, mais il y en a un qui va finalement se décider à ouvrir la porte. Si vous avez que 10, ça va aller un petit peu plus vite. Alors, je ne veux pas vous la faire longue, mais si vous n'avez plus que 2 personnes, la réaction va être quasi immédiate. Et s'il n'y a qu'une personne, la personne se précipite vers la pièce et appelle au secours. Ça veut dire, m'a dit un psy, mais je me méfie toujours quand je dis ça, parce que je ne suis même pas sûr que je le ferai moi-même, mais il me disait, vous voyez, quand vous prenez tardivement un métro ou un RER, etc., vous avez tendance, je suis sûr, à choisir le wagon où il y a le plus de gens. Je dis oui, tiens, forcément, je me sens protégé. Il me dit, c'est contresens. C'est dans le wagon où il y a le moins de gens. S'il y a un wagon où il y a 2 personnes, il y a peut-être votre agresseur éventuel dedans. C'est pas impossible, mais l'autre, il va vous porter secours. Résultat, ça veut dire que si vous êtes en situation de détresse, plus il y a de témoins de votre détresse, moins vous avez de chance, moins nous avons de chance d'être secourus, d'être assistés. Si vraiment il y a quasiment personne. Alors,
Ça s'appelle la dilution de la responsabilité, c'est-à-dire que quand les gens sont nombreux, ils se disent, moi je dis, bah, tiens, Stéphane va s'en occuper. Ouais, bien sûr. Vous avez bien entendu, Stéphane, ce type qui a un infarctus, vous allez y aller à la porte. Et lui, il va se dire la même chose, il va dire, bah, Didier va faire quelque chose. Finalement, nous ne faisons rien. C'est très, très emblématique de notre monde, où vous voyez parfois des réactions très tardives. Et moi, depuis que je présente ce livre ici et là, très souvent, à la fin d'une rencontre, il y a des gens qui me disent ah, oui, c'est vrai, parce que moi j'ai entendu ma voisine, scène de ménage en haut, là, elle hurlait vraiment, et ben non, j'ai rien fait, parce que je me disais que le voisin d'à côté allait y aller. Alors, ça veut dire bon, d'abord, si on n'est pas la victime, si on est témoin, pensons qu'on est seul, que personne ne va rien faire. Disons-nous, il n'y a que moi qui peux sauver la personne en danger, que moi. Mais au-delà du cas de gens agressés, vous avez tout simplement le SDF, j'appelle ça moi le principe de l'enjambage, le SDF qu'on enjambe parce qu'on se dit qu'il y a le SAMU social qui arrive derrière, pimpon. Et que si le SAMU social ne vient pas, il y a bien quelqu'un qui habite dans ce putain d'immeuble qui va descendre, dire à ce malheureux, venez, j'ai un canapé, venez, vous voyez. Et en fait, personne ne fait rien, et on va le retrouver mort de froid le lendemain. Ce que vous faites dire au narrateur, tu pourrais mourir 1001 fois, que l'autre côté de la vie ne t'apprendrait rien de plus sur cette lâcheté, sur cette indifférence, elles font partie de nous, voilà tout. Vous êtes d'accord? Oui, le mot lâcheté, je le lâche, si j'ose dire, avec des élastiques et beaucoup de précautions, parce que c'est une accusation très grave de parler de lâcheté. Et qui dit lâcheté veut dire qu'il y a eu peur. Qui dit peur dit qu'il y a eu menace. Ce qui m'embête dans le cas de Kitty Genovese, c'est que ces gens n'étaient pas menacés, les 38. Enfin, ils n'étaient pas menacés pour prendre leur téléphone. Alors, on ne va pas tout raconter sur ce qui s'est passé à la fin du livre concernant le tueur. Ce qu'on peut juste dire déjà, c'est qu'il a été condamné. Il n'a pas été condamné à mort, en revanche. Il a été condamné à mort, mais c'était commué, oui, c'était commué en détention perpétuelle. Ouais, parce qu'on a considéré qu'il était fou. On a considéré qu'il était... Ben oui, ce que je pense moi aussi. Dans le premier procès, ses avocats ne sont pas arrivés à le faire passer pour fou. Dans le deuxième procès, ça a été plus flagrant. Et effectivement, il a été condamné à prison à perpétuité. Et il est donc toujours vivant aujourd'hui? Oui, toujours vivant. Ouais. Et il demande régulièrement à être libéré. Il en est à sa 13e demande de remise en liberté. Et il a, je crois, 72 ans, quelque chose comme ça. Et ça lui est systématiquement refusé. Mais il faut dire qu'il a une façon étrange de se comporter. Il a passé des examens. C'est pas un idiot. Hein. Encore une fois, on n'est pas devant une espèce de brute immonde. Mais alors quand on lui dit, mais enfin, M. Mosley, est-ce que vous êtes conscient quand même de ce que vous avez fait aujourd'hui, quand vous y repensez, ça vous inspire quoi? Elle dit, je crois que j'ai dû causer quelques inconvénients à la famille de la petite. Some inconvenience. Alors les gens de la commission des grâces se lèvent et lui disent, eh ben, on se reverra dans 3 ans, M. Mosley. Voilà, je crois qu'il intègre mal Et les 38 témoins, ils ont déménagé tous? Parce Les 38 qu'évidemment, témoins. après, ils n'ont pas été condamnés, hein, parce qu'en fait, il faut dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas la non-assistance. Donc les 38 témoins ont adopté à la fois le profil bas et le silence radio. Ouais. Ils ont quitté l'immeuble Aubrey House. Et aucun d'eux n'a vraiment dit je regrette. Et alors, parce qu'on ne l'a pas dit, les explications qu'ils ont données sont hallucinantes. Ouais. Enfin, monsieur l'inspecteur, vous étiez dehors cette nuit-là, vous avez bien vu ce qu'il faisait froid. Je n'allais quand même pas sortir avec ce froid-là. D'autre qui a dit... oui, j'ai entendu des choses. Oui, j'ai entendu des... Voilà, ben, j'étais sûr que c'était des chats qui se battaient. Moi, j'ai un chat que j'adore. J'ai jamais entendu mon chat parler. J'ai jamais entendu crier au secours. Je sais bien que je le protège, mais quand même... Je veux dire, il y a mais vous savez que pour prouver que malheureusement, l'affaire Genovese, c'est le 13 mars 1964, mais quand j'ai terminé le livre, c'était en août 2008, c'est pas bien vieux, hein, c'était le mois d'août dernier, et au moment où j'allais vraiment mettre le mot fin, j'apprends qu'à 800 mètres de l'endroit où Kitty a été tuée, une autre femme qui s'appelle Ebony Garcia est morte quasiment dans les mêmes conditions, a été agressée au couteau
a crié, elle a appelé à l'aide, elle a appelé au secours, personne n'a bougé, et elle est morte en se vidant de son sang, après je crois 15 ou 20 minutes de massacre. Et quand on a dit aux témoins, parce qu'il y en a eu, pourquoi vous n'avez rien fait? Ah bon, on croyait que c'était une querelle d'ivrogne. Et quand vous interrogez les flics, ce que j'ai fait évidemment, ils vous disent il n'y a aucune commune mesure entre les borborigmes ou les éructations d'une personne prise de boisson et l'appel au secours désespéré d'une jeune femme. C'est vrai que ça ne se ressemble pas. On ne peut pas confondre. On ne peut pas confondre. Donc si on ne confond pas et qu'on sait et qu'on n'y va pas, il y a une raison. Je vous laisse nous lire, mais vous la connaissez par cœur, la phrase d'Einstein qui conclut le livre, qui est formidable. Je ne la connais pas par cœur, il faut que vous je vous la donne. Mon bouquin. Merci, mais c'est vrai qu'elle est... Elle aussi, quand je l'ai trouvée, je me suis dit, il n'y a pas de meilleure explication à ce livre. Le monde est un endroit redoutable, disait Albert Einstein. Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, qu'à cause de ceux qui voient ce mal et ne font rien pour l'empêcher. Voilà, très bon résumé du livre. E égale MC2, et ça suffit pour... Vous pensez comme Einstein sur d'autres choses aussi? Non, même sur E égale MC2, je ne suis même pas sûr qu'il ait raison, parce que je ne sais pas, moi, refaire l'équation. Alors évidemment, on n'a pas tout dit du livre, je vous conseille bien sûr sa lecture. On n'a pas dit notamment qu'il se passe un événement particulier avec le tueur après sa condamnation. Je vous laisserai découvrir à la lecture, ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle, et c'est aussi assez effrayant. Des questions, si vous en avez, à Didier Decoing sur ce sujet, sur ce livre, ou sur d'autres choses. Les micros sont là si vous voulez. Je sais que vous n'êtes pas toujours friand de questions, mais vous pouvez ce soir innover. Parmi ceux qui ont lu le livre, ce serait intéressant de vous entendre aussi. J'ai vu quelques personnes qui étaient par ici. Madame? Oui? On va vous apporter le micro juste ici. Si vous voulez bien juste lever la main quand vous... Voilà. Bonsoir, merci. Bonsoir. Oui, j'ai lu votre livre qui m'a passionnée. D'ailleurs, je l'ai lu très, très rapidement. C'est vrai que quelque part, comme vous dites, les gens sont indifférents. Et d'où vous est venu votre titre, je suppose, est-ce qu'ainsi que les femmes meurent? Donc je pense que... Aragon, vous connaissez cette admirable chanson, qui est un poème, mais qui a été repris en chanson par Ferré notamment. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et c'est ce qu'on avait d'abord choisi comme titre. Et puis, ça a tellement été utilisé, mais c'était une bonne question pour moi. Est-ce ainsi que les hommes vivent? C'est-à-dire, est-ce ainsi qu'ils vivent derrière leurs fenêtres, fermées, sans jamais bouger? Que l'idée était de renverser le titre en disant, mais est-ce que c'est comme ça que les femmes meurent aujourd'hui? Est-ce que c'est normal que les femmes meurent comme ça aujourd'hui? Voilà d'où est venue l'idée du titre. Oui, disons que votre titre... on revit bien votre livre après, on comprend bien par le titre. Merci de dire ça, parce que, vous savez, un titre, c'est très très important. Et quand on a présenté ce titre au service commercial, Olivier Nora, qui est le patron de chez Grasset, était à 150% pour, moi à 150% pour, mais les commerciaux nous ont dit c'est un très très mauvais titre. Alors, c'est une vraie grande maison d'édition où les auteurs sont bien considérés. On m'a dit, voilà, tu choisis ce que tu veux. Tu as entendu, voilà, le verdict. J'ai dit, moi, je trouve que ce titre, il habille bien le livre. Je pense que les lecteurs éventuels ont plus de talent qu'on imagine, et ils vont retourner certainement le livre, voir de quoi il s'agit, et c'est pas ça qui les empêchera de l'ouvrir et de le lire. Et le livre marche bien, d'ailleurs. Le livre marche très très bien. Très bien. D'autres questions? Oui, je vous en prie, monsieur. On va vous apporter le micro. Bonsoir. Oui, monsieur Decoing, bien évidemment, la compagne de Kiki Genovese ne faisait pas partie des 38 personnes passives. Non. Mais aurait-elle pu l'entendre? Est-ce qu'elle était dans l'immeuble à ce moment-là? Excellente question. Elle s'était mis, la pauvre chérie s'était mis des boules qui est dans les oreilles parce que elle était rentrée du bowling, effectivement. Elle retravaillait tôt le lendemain.
Et donc elle voulait absolument dormir. Et il y a, pas loin de l'entrée de l'immeuble de Kitty, un bar qui s'appelle Old Bailey's et qui était réputé pour être extrêmement bruyant parce qu'il y a souvent des histoires d'ivrognes, etc. Et le patron avait du mal à évacuer tout le monde à l'heure de la fermeture. Et Marianne, ce que l'on sait, c'est dit je vais encore mal dormir, il va encore y avoir ces mecs qui vont brailler. Donc elle s'était mis elle a été réveillée par la police à 4 heures du matin. Les policiers ne savaient pas qu'il y avait une histoire amoureuse entre elle et Kitty. Et donc, ils lui ont annoncé très froidement, très, très brutalement, que sa roommate, sa colocataire, avait été assassinée et qu'on lui demandait de venir à l'hôpital reconnaître le corps. Elle a été formidable, cette fille, mais je dois dire que là, le choc qu'elle a pris a fait qu'elle a plongé après. Elle a eu une vie pas drôle du tout. Elle a plongé dans l'alcoolisme, elle a très très mal surmonté cette horreur. Et elle en est ressortie, elle a fait ce qu'on appelle aujourd'hui son coming out, il n'y a pas très longtemps, en donnant une interview magnifique, racontant qui était Kitty Genovese et leur amour, leur histoire d'amour. C'est la première fois qu'on découvrait vraiment officiellement la liaison entre les deux filles. Et ce que Marianne disait de Kitty, et c'est très bouleversant parce que c'est normal, elle l'aimait, mais elle dit c'est la plus merveilleuse petite jeune fille qui ait jamais habité New York. C'est très très touchant leur histoire à toutes les deux. Sachant que Marianne était une fille ravissante, donc paraît-il ressemblait à Kim Novak. Moi j'ai vu des photos d'elle aujourd'hui, elle est assez abîmée pas seulement par le temps, mais abîmée par, je pense, l'alcool et d'autres choses, et la souffrance tout simplement. Mais on imagine qu'elle a pu être absolument, absolument ravissante. Enfin voilà, mais si vous posez une très bonne question. Merci. Une autre question? Oui, madame, on va vous apporter... Ah, c'est Catherine Paysan qui pose une question. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis contente de vous revoir. Moi aussi. Hein? Vous savez, parce que nous sommes un peu frères, parce que nous avons les inquiétudes d'écrivains. Alors, je vous remercie parce que c'était très beau de vous entendre parler au-delà même de tout cela, de vos inquiétudes en face de l'écriture, de votre insatisfaction, de toute cette espèce de mystère, parce que tout ça, ça n'est quand même pas rationnel, c'est une aventure tellement terrible, et il faut maîtriser en même temps cette aventure. Alors on est toujours dans un domaine où c'est très très difficile, en effet, de mener tout ça, et puis bien sûr, il y a chez vous cet amour que modestement je partage, de la mise en scène. Hein, voilà. Enlevez votre modestement. On partage tous les deux également. Mais si. Bien sûr que si. Merci beaucoup. Merci Catherine Paysan. Merci beaucoup. Merci de votre présence aussi ce soir. Il est question d'une adaptation télé de votre part. J'ai lu ça. Cinéma. Cinéma. Du livre? Oui. C'est très curieux, mais dans les 3 jours qui ont suivi la sortie du livre, il y a eu 4 demandes de gens de cinéastes qui voulaient le mettre en scène, et une qui m'a vraiment terriblement ému. Je ne vous dirai pas le nom de la personne parce que c'est à la fois par superstition, parce que tant que le contrat n'est pas signé, ça ne se fait pas. Mais c'est un jeune réalisateur que j'aime beaucoup et qui, lui, le livre est sorti un mardi. Et le mardi, à 8h moins 5, il était devant une des librairies du quartier latin, trépignant pour que ça ouvre. Et quand on a ouvert, il est rentré, il s'est précipité à l'intérieur. Il dit « je veux, et ça c'est que les femmes meurent ». Il va dire une seconde, on ne sait même pas où il est le bouquin, il doit être dans une caisse, dans un carton, laissez-nous... Oui, vite, je veux le lire tout de suite. Et donc on lui a trouvé son livre, il est parti avec comme le corbeau avec le camembert là. Et il a lu le livre, il m'a dit je l'ai lu en 1h30. Et j'ai dit pourquoi il vous passionne comme ça? Il me dit parce que moi je suis follement amoureux de ma femme, ce que je trouve adorable parce que je suis aussi follement amoureux de la mienne. Mais il se trouve que lui, sa femme est comédienne,
que lui-même est comédien, et qu'il me dit, il m'arrive, il avez- nous arrive... Vous avez donné beaucoup d'indices déjà. Hein, Oui, j'ai- c'est j'ai un des indice, idées, mais moi. c'est pas... Si vous trouvez, vous trouvez. Hein, moi, ça me permet de... Quand on rentre tous les deux ensemble, il est parfois très tard, et je n'ai jamais pu... Je ne peux pas m'empêcher de me demander si on l'attaquait, si un type l'a bousculé, est-ce que je saurais réagir? Je dis, évidemment, vous ne vous détaleriez pas comme un lapin. Il me dit, je ne crois pas, mais comment être sûr? Et donc, votre livre, quand j'ai entendu parler de ce livre, il posait pour moi une question qui m'obsède depuis que nous nous sommes rencontrés, elle et moi. Et donc, voilà, je veux le tourner. Et je trouve que cette motivation, elle est vachement belle, parce que c'est pas, ouais, c'est une bonne histoire. Bon, c'est fondé sur quelque chose de très personnel. Donc, j'espère que les tractations avec lui vont aboutir. C'est vous qui l'écrirez ou pas? Non, je n'écrirai pas. D'accord. J'écrirai pas pour au moins 2 raisons. La première, c'est que j'ai envie d'en sortir. Ouais. Je ne me revois pas remettre les photos de Kitty dans mon bureau et de me dire, c'est vrai, elle est morte. Bon, et la deuxième raison, c'est que je me suis aperçu qu'à chaque fois, enfin, c'est pas tout le temps, mais c'est arrivé 2-3 fois, qu'à chaque fois que quelqu'un s'emparait d'un de mes textes pour l'adapter, il m'enrichissait en me montrant un autre regard sur le texte. Même si c'était une forme, disons, de trahison, c'était vraiment un changement complet. C'était une autre lecture. Si on pouvait, nous, écrivains, et je pense que Catherine va penser comme moi, dialoguer avec chacun et chacune d'entre vous, et si on pouvait vous entendre relire nos livres, ce serait un enrichissement fabuleux. Ce serait enfin le rêve de tout écrivain de sortir de sa tour d'ivoire et d'être en interactivité avec les lecteurs. Donc je me dis, si c'est lui ou si c'est un autre, la personne qui va s'emparer de ce texte va m'en apporter une lecture nouvelle que j'attends avec impatience. Les Américains ne se sont jamais saisis de ce sujet, c'est étonnant quand même. C'est très drôle ce que vous dites, parce que hier soir, j'assistais à une avant-première du film tiré du merveilleux bouquin d'Edmond Charleroux, L'Irrégulière, un livre qui s'appelle Coco avant Chanel. Et j'ai appris par une personne qui s'occupe de droit américain et anglais, etc., qu'un roman allait sortir très, très vite, c'est assez imminent, aux États-Unis sur l'affaire Kitty Genovese. Et c'est étrange de penser qu'il aura fallu... Alors, je dis, c'est peut-être le petit fantôme de Kitty qui dit « Hé, m'oubliez pas, forget me not ». D'autres questions pour Didier Decoing? Non, visiblement. Oui, Catherine. Attendez, on va vous apporter On le va micro. vous donner un micro, parce que sinon, on ne profitera pas de ce que vous dites. Et de votre voix. Bon. Ce qui est formidable, c'est que vous posiez cette question, est-ce que nous sommes, oui ou non, des cas désespérés? Voilà. Quelle est votre réponse, Catherine? Eh bien, elle n'est pas tellement optimiste, hélas. Je sais que chacun de nous, même les meilleurs d'entre nous, avons tous les jours une question à nous poser, qu'il faudrait toujours que nous nous posions pour la journée, pour les 24 heures qui viennent. De quel meilleur et de quel pire allons-nous être capables? Et là, vous en avez parlé longuement, là, que je sache. Hein. Voilà. Et la question, elle est sans réponse. Hein. Non? Je partage à 100% ce que vous venez de dire. J'ai la même vision mi-figue, mi-raisin de notre humanité. Peut-être que j'ai une once d'optimisme en plus parce que j'avais un père qui était une boule d'optimisme et de confiance dans l'humanité et qui m'a légué un petit peu de ça. Mais au fond, vous avez raison. C'est une très belle conclusion pour cette conférence. Merci beaucoup. Et Catherine Paysan et surtout Didier Decoing, merci beaucoup.